Bonsoir à tout le monde et merci Suzy Performance de m'avoir invité et donné la possibilité de présenter un peu les démarches qu'on a fait ces dernières années. J'ai essayé de le garder le plus pratique possible. Pour la partie théorique, je pense que des gens comme Rémi sont beaucoup mieux équipés pour vous amener le plus loin possible. Nous, d'autre côté, on va passablement dans cette présentation se focaliser sur la partie la plus complexe, qui est la partie humaine. Parce que c'est bien beau de suivre un canevas, mais en réalité, quand vous passez d'une entreprise organisée de manière traditionnelle à une entreprise organisée sous forme de lean, ce n'est pas vraiment une évolution que vous faites, on est beaucoup plus de l'ordre de la révolution. Donc juste quelques mots sur Dixie Polytool. Donc on est dans la fabrication d'outils carburants monobloc, d'outils diamant PCD et dans les ordres de précision. On est basé, le headquarter il est au LOC avec 160 employés, 30 personnes à la Neuville, chez Rollier, et sur les sites étrangers qui sont avant tout des sites de distribution, on a 60 personnes. Donc, que c'est qu'on a décidé de se lancer dans le lean? En fait, la réflexion, elle est venue, je crois que tu en as déjà parlé avant, la problématique de l'euro. Alors, soit on l'absorbe tant bien que mal, soit on se pose des questions. On essaye plutôt de trouver des solutions pour pouvoir pérenniser le site où on est. Et donc, on a pris certaines mesures, dont une, c'était de partir d'une réflexion libre. Donc ça nous a pris à peu près 6 mois d'analyse au niveau du management. On a fait une chose qui était importante, c'est de visiter des entreprises, si possible dans des domaines très différents, qui étaient déjà organisés en ligne ou qui étaient en passe de l'être. Et surtout, on s'est rendu compte que le lean d'une société à l'autre était complètement différent. Parce que finalement, le lean vient se calquer sur une culture d'entreprise existante. Et suivant cette culture, il y aura différentes manières de le mettre en place. Parce qu'une fois de plus, il y a la partie humaine qui est derrière. On a commencé, ou plutôt j'ai pris ça sur moi au niveau de la direction générale, de commencer à communiquer, mais de manière extrêmement homéopathique. On n'a jamais utilisé le mot lean les premiers mois. On a commencé à avoir une approche mensuelle de ce qu'on pourrait changer, de comment on allait peut-être mettre les choses en place, mais vraiment de manière très modeste, mais déjà commencer à en parler. Après, on a une phase qui a duré 1 mois à peu près, c'était le choix du consultant, où c'était l'équipe à Rémi qui a été sélectionnée. Après, on a défini les objectifs ensemble. Pour nous, ce qui était vraiment fondamental, c'était de réduire nos temps de livraison pour les outils spéciaux. Donc l'objectif étant de gagner 50% du temps et une réduction drastique des ruptures de stock. Donc l'objectif initial qu'on s'est fixé, c'est 98% de capacité de livraison d'outils standards. Ça représente quand même 11 000 références, donc c'est relativement complexe. L'audit a eu lieu au mois de novembre, et là je ne vous cache pas que la remise d'audit est un premier grand moment de solitude pour le manager, parce que là vous dites juste, je ne suis peut-être pas tout à fait au point, c'est un peu compliqué, c'est assez difficile. En tout cas, si vous faites un audit, ne vous le faites jamais remettre le vendredi, parce que le week-end est relativement pénible, pour être très honnête. Mais par contre, c'est la première étape importante. C'est vous qui devez la prendre sur vous, avec l'équipe de management, et être prêt à s'ouvrir pour partir sur autre chose. Dès octobre, alors là, la communication, on a commencé à vraiment y aller. On a même sorti une newsletter interne, donc on a commencé à communiquer de manière beaucoup plus large. On a aussi, au niveau du middle management, on a fait redescendre les résultats de l'audit, en expliquant quand même toujours aux gens qu'on n'était pas en train de vouloir détruire l'entreprise, que l'entreprise était prospère, qu'elle générait du bénéfice, qu'elle grandissait, mais qu'il y avait certainement des moyens d'améliorer la base actuelle. Mais ça prend quand même un certain temps à rentrer, je ne vous cache pas. Après, en décembre, on a fait une formation du top management et du middle management par les consultants. On a fait beaucoup de jeux de rôle. Donc c'est vraiment de rentrer dans cette pratique de ce qu'on voulait atteindre. Et en janvier, on a vraiment fait le kick-off du projet. Alors on l'a fait un peu en 2 parties, parce que quand vous êtes organisé en îlot et que vous voulez passer en flux, il ne suffit pas de dire je veux passer en flux, puis 2 semaines plus tard commencer le déménagement, quoi. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très compliqué et qui nécessite une très longue période d'analyse. Je pense que les 6 premiers mois,
les gens devaient se dire autour, il y a des consultants qui sont là, mais je ne sais pas ce qu'ils foutent. De base, ils ne foutent pas grand-chose. Mais déjà, il fallait définir le périmètre de notre projet, ce qui est déjà assez compliqué, parce qu'une fois de plus, je reviens, on est sur 11 000 références standards, et à côté de ça, 37% de notre chiffre d'affaires, c'est du spécial. Donc il y a pas mal de choses à faire cohabiter, et c'est relativement complexe. Alors pour quand même leur donner l'impression qu'eux, ils étaient impliqués aussi, que ça bougeait, on a fait en parallèle du 5S. Donc, mais vraiment, on y allait avec les moyens. Donc, quasiment tout ce qui était établi, tout ce qui était rangement, on a tout changé. Donc, on a tout mis du neuf. On a vraiment, c'était des rangements qui doivent être absolument respectés encore aujourd'hui. On a des audits qu'on réalise encore aujourd'hui auprès de nos différents flux et qui sont fondamentaux. Mais là, on leur donnait déjà une première possibilité d'avancer, puis surtout un succès. C'est-à-dire quand vous voyez votre armoire qui est nickel, qui est impeccable, où les choses ont été rangées selon leurs demandes, on a déjà ce qu'on appelle l'effet succès. Le périmètre du projet pour nous, il a été fixé sur 92% de la production. Donc ça a pris un certain temps aussi de déterminer exactement ce qu'on voulait. Et donc il restait 7 ou 8% qu'on a décidé, c'est surtout de la mécanique générale ou des aspects là où on fabrique nos propres posages. Ça c'est des choses qu'on a sorties du périmètre du projet. Mais le gros évidemment étant tout ce qui est fabrication de fraises en bout, de forêt et de valaisoirs. Donc ça c'est un peu les résultats du 5S, donc on a été relativement loin, on a engagé en interne d'entreprise un menuisier. Il nous fallait une personne de plus au niveau de l'entretien dans l'usine et pour les machines. Donc on a pris un menuisier qui permettait aussi de faire ce genre de posage dans les layettes. Et vraiment tout est aujourd'hui rangé selon ce que les gens de production ont défini être utile pour eux. Par contre, à partir du moment où ils l'ont défini, c'est sur ça qu'ils sont jugés. Donc aujourd'hui, quand on a un audit, si je vois comme ici un trou dans le rangement, si l'outil n'est pas en train d'être utilisé quelque part, c'est un mauvais point. C'est-à-dire qu'on l'a reposé à un endroit sans le ranger, et le prochain qu'on aura besoin, il va passer avec un peu de malchance, une demi-heure, trois quarts d'heure ou une heure à le retrouver. Une fois que le périmètre est défini, il y a énormément de documents à commencer à préparer. Donc il y a des documents techniques, on est repassé à travers 100% de tous nos documents techniques de l'usine. Dans certains diamètres, à ce niveau-là, on était sur des rayons, sur d'autres, on était sur des chanfreins. Donc on a repassé à travers absolument tout pour garantir un optimum derrière pour notre production. Après que vous savez que vous allez partir en flux, une autre chose à faire, c'est de refaire l'intégralité de la codification de l'usine. C'est-à-dire que vous êtes en îlot et vous passez en flux. Donc il n'y a plus rien qui est identique. Ça veut dire que 100% des modes, des gammes opératoires qu'on a chez nous ont changé. 100%. Donc c'est juste un travail gigantesque. Assez vite, on est rentré dans le courant de l'année à l'introduction de la mesure. Alors ça, c'est un moment très difficile à passer au niveau des employés, parce que le premier réflexe, c'est de se dire, on est fliqué, ils contrôlent tout. Alors, c'est pas tout à fait faux, mais l'objectif n'est pas de fliquer. L'objectif de la mesure est de pouvoir faire des comparaisons à un moment donné, et surtout de pouvoir faire des plans d'amélioration. Avant d'être dans ce stade-là, on écoutait un peu ce qu'on nous disait. Ouais, c'est plus ou moins comme ça. Ouais, normalement, j'ai pas trop de problèmes pour arriver. Donc, c'est toujours du flou. Et autour du flou, c'est très difficile de construire quelque chose de concret et de carré. À partir du moment où on commençait à mesurer, ben, les chiffres sont là, quoi. Et puis, il n'y a plus tellement à discuter, quoi. Et ça a été une période pas forcément la plus simple à passer, mais c'est nécessaire. Aujourd'hui, typiquement, vous demandez aux gens si les indicateurs les dérangent, non pas du tout, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas fliqués sur les indicateurs, mais si un indicateur, par exemple, d'adhérence au planning ne joue pas, on va essayer de trouver les solutions tout de suite, parce qu'on voit qu'il ne joue pas. C'est pas, ouais, c'était plus ou moins, non, c'est pas, tu as un taux de 70%, tu devrais être au minimum à 80, 85, il y a un problème. Est-ce que c'est approvisionnement matière? Et après, on peut vraiment aller au fond du projet.
En parallèle, on a aussi monté ce qu'on appelle la matrice des compétences. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que quand vous passez en ligne, en règle générale, vous allez augmenter la polyvalence des collaborateurs et la polycompétence. Alors c'est exactement l'inverse de ce que pensent les gens au départ, c'est de dire on fera toujours exactement la même chose. Ce qui n'est pas vrai du tout. Une entreprise lean, généralement, elle est caractérisée par une augmentation de la polycompétence et de la polyvalence. Et donc, chaque département ou chaque fonction a été analysée. Ici, typiquement, on voit que, par exemple, cette opération spécifique, il y a une seule personne qui la maîtrisait dans le flux ou dans le département. Donc ça, c'est un problème. À partir du moment où vous pouvez identifier ce genre de choses, vous pouvez automatiquement, ça va être votre volonté, évidemment, créer des plans de formation et d'amélioration pour garantir cette polyvalence. On a aussi un panneau qui s'appelle le top 15. Tous les responsables de flux aujourd'hui se retrouvent à 8h15 tous les matins devant ce tableau et toute l'analyse est faite sur la semaine et le jour même on discute de la production qui a été réalisée le jour avant ou des problèmes qui sont apparus le jour avant. Parce que là aussi, ils doivent venir s'ils ont un problème dans leur département ou dans leur flux, c'est à ce moment-là qu'ils doivent le présenter aux responsables de prod. Ça nous permet aussi de faire une analyse au niveau du respect du planning. Ça nous permet aussi de prendre les rebuts, d'analyser les rebuts. Je me rappelle que quand ils avaient fait leur audit, ils nous avaient dit c'est super, vous avez 200 mètres carrés, c'est un département que vous appelez mécanique, nous on appelle ça le black. C'est que tout ce qui est raté dans un département va être ramené là-bas et les gars, par derrière, ils referont les outils plus ou moins comme ils devraient être. Donc aujourd'hui, vu que ce département qui était le département du black est jugé aussi sur des objectifs personnels, ben ça devient des vrais rebuts, ou ça devient des vrais problèmes qu'on analyse. Donc il n'y a plus des palettes entières de produits qui passent par derrière les sapins. Analyse de la productivité, là, par exemple dans cette semaine-là, on avait respect au jour près de 86% du planning au niveau du SP, 91% au niveau du client, donc pour le standard, et respect du planning de la logistique, 96%. Donc vraiment l'avantage principal pour nous, ce n'était pas de fliquer, mais c'est qu'on ne travaille plus dans le noir. On a vraiment la possibilité de monter des projets d'amélioration. Mais au jour d'aujourd'hui, on continue à faire des projets d'amélioration, évidemment. Les déménagements, donc une fois que les indicateurs ont été montés, qu'on a redéfini tous les flux, il a fallu déménager. Alors ça aussi, c'était un peu le camel trophy. Au début, on s'est dit, c'est super simple. On débranche les machines le vendredi, on les installe le samedi, dimanche, et le lundi, on démarre. Ça, c'était l'idée initiale qu'on avait en début 2013. Le problème, c'est que entre ce moment-là et le moment où on allait devoir déménager, on est passé de 3-8 à 4 équipes. Donc on a créé une équipe de VSD, donc qui travaille le vendredi, samedi, dimanche. Et en règle générale, vu que c'est des équipes plus petites, on met plutôt les grosses séries le vendredi, samedi, dimanche. Les résultats des courses, le moment où il ne fallait surtout pas déménager, c'était vendredi, samedi, dimanche. C'était plus pensable. Mais par contre, l'avantage, c'est que tout le personnel était là au moment des déménagements, quand on les faisait en semaine, et tout le monde devait mettre du sien pour réaliser ces déménagements. Et vous verrez que ce n'est pas tout simple. Au total, on a, mis à part une seule machine, on a bougé 100% des machines dans l'usine. Et il y a quand même 6000 mètres carrés, hein, donc c'est pas une petite affaire. Ça, c'est la manière dont a été organisé le plan initial. Et donc, il a fallu tenir compte de tous ces facteurs-là au moment du déménagement. Alors, il y a d'une part, on doit déménager, mais en même temps, on doit maintenir une production. Donc, il faut vraiment que le débranchement des machines soit de l'ordre de 2 à 3 jours maximum. En même temps, les gens qui faisaient les déménagements étaient aussi investis dans des autres tâches, c'est-à-dire de rentrer des nouvelles machines, d'aider à les installer. On a dû mettre en place ces matrices de compétences et réellement former les gens sur ce qui les attendrait plus tard, parce que c'est bien gentil de déménager les machines, puis après les gars ils soient bloqués et puis qu'ils n'avancent pas. Donc les ressources humaines, ça place plus ou moins avant. On a dû
En même temps, on avait un projet de rénovation complète du bâtiment et de climatisation, ce qui nous a pas facilité le travail, on va dire. Et alors, je ne l'ai pas rajouté, mais en plus, on a encore vécu un incendie qui nous a bouffé 1000 m² de surface de production pendant 1 mois et demi. Donc on a vraiment tout eu en même temps, mais on a réussi finalement, en l'organisant pas mal, ou même plutôt bien, on a réussi à bien s'en sortir. Donc la manière dont on a travaillé, c'est qu'avec le 5S, on a débarrassé à peu près 300 m². La halle était complètement pleine. Donc les 6000 m², tout était plein. En débarrassant, on a réussi à gagner à peu près 300 m². Et ces 300 m² ont dès lors été utilisés systématiquement comme un jeu de puzzle. C'est-à-dire c'est là où on vient poser les machines, on prépare les sols. Donc tous les sols ont été rénovés. Hein. Donc ça c'est le départ, là c'est la mi-finition et là c'est la finition. Et là maintenant on est dans une zone où on peut commencer à installer le nouveau matériel. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé pendant 1 année et demie à peu près, où on faisait petite zone par petite zone, jusqu'à ce qu'on ait fait l'ensemble des 6000 m². C'est complexe, mais toujours avec l'objectif d'avoir tous les gars qui étaient engagés personnellement dans le développement de leur futur flux. Les aspects positifs pour nous dans ces changements, c'était de passer en philosophie flux. Donc on est dans un département maintenant, ils sont responsables du début jusqu'à la fin du produit. La mise en commun de compétences et puis l'augmentation de la polyvalence et polycompétence des gars. Les synergies en département. Pour nous aussi, ben, ça s'est avéré que ça tournait à ça, mais on ne l'avait pas calculé au départ. C'était une optimisation de l'utilisation de nos systèmes de filtration. Et alors, ce qui est le plus important et ce qui est le plus dur au départ, probablement, c'est la transparence. Aujourd'hui, dans l'usine de manière globale, quand on fait une plantée, elle est déclarée. Elle est déclarée quasi en automatique. Ça c'est quelque chose qui prend du temps, quoi. Et c'est non punitif. C'est-à-dire que l'objectif, c'est travailler sur une erreur et simplement de faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Donc ça, c'est devenu assez intéressant, mais on la pratique aussi dans le haut de la hiérarchie. Il faut reconnaître ses erreurs, on en fait tous. Et si on ne les reconnaît pas en haut, il ne faut pas compter sur le fait qu'en bas, les gars, ils vont forcément nous les déclarer. Les difficultés, ça a été clairement d'éviter les pertes de production pendant les déménagements. Qu'il y a parfois des impondérables au moment où, sur un plan, tout paraît merveilleux, mais au moment où vous amenez la machine, vous vous rendez compte, ça ne va pas pouvoir se faire comme ça. Et il faut réussir à rester extrêmement flexible. Et après, ce qui était très important aussi, c'est que les gens qui étaient le plus impliqués dans les déménagements, en tout cas qui faisaient le gros œuvre, c'est en même temps ceux qui font l'entretien des machines. Et une panne machine restait de toute façon la priorité. Donc même si, par exemple, du lundi matin, 8h à 12h, on avait décidé de déménager 2 machines, s'il y en a une dans un autre département qui était en panne, on repoussait. On repoussait de quelques heures, on repoussait d'1 jour, on repoussait de 2 jours, en fonction des nécessités qu'on avait. Quelques résultats à mesurer quand même. Alors ça c'est important pour nous, c'est la réduction des distances de passage. Là, on a, par exemple, pour tout ce qui est flux des fraises en bout, on était à plus de 360 mètres préalablement, on est descendu à 124 mètres. Donc, on a gagné quelque chose d'assez conséquent. Après, on a un gain de surface de 300 m². Alors, il est positionné ici à l'entrée, on l'a positionné de manière voulue à l'entrée de l'usine. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est convaincu que c'est ces flux-là qui, dans les 3-4 prochaines années, vont avoir le plus tendance à croître et qui nécessiteront de la place pour mettre des machines. Mais normalement, avant le Lean, on était sur le point de devoir rajouter une halle supplémentaire parce qu'on était vraiment coincé partout. Là, avec les 300 m², on a quelques années de marge. Dans le temps productif des machines, aussi intéressant, là on a fait une analyse, alors c'était juste après avoir démarré. On s'est assez vite rendu compte que pour la plupart des machines, le temps où elles usinaient a été nettement amélioré. Et ça, j'imagine que c'était dans le SP, donc on est resté à peu près flat. Mais dans le standard, on a gagné jusqu'à 20%, 25% de temps
d'usinage dans la semaine. Il y a même eu un cas de figure où le fait d'avoir déplacé les machines dans un nouveau flux nous a fait gagner 66% de pièces. Et ce qui est important aussi, finalement, c'était l'objectif de départ, c'était de gagner un lead time. Par avant, on était dans les 22-23 jours de temps de passage en production. Quand on avait remesuré, là, on était à 17 jours. Aujourd'hui, on est à moins de 15 jours en moyenne. Et surtout, on a baissé les stocks d'encours. Sur la première année où on était complètement en ligne, donc 2016, on a baissé les stocks en cours de 40%. Ce qui est quand même assez considérable. Alors ça, effet de choc pour les gens en production. Alors là, c'est purement humain. Ils ont leurs armoires avec les palettes de pièces qui sont préparées et tout opérateur, qu'est-ce qu'il rêve? Une armoire pleine. C'est super, c'est plein. On a beaucoup de boulot. Et aujourd'hui, c'est normal d'avoir des armoires où il y a 2-3 OF dedans, ou au mieux 2-3 jours. Enfin, quand il y en a plus, c'est qu'on a un problème du coup de flux. Mais c'est très très difficile à digérer pour les gens au départ. Au départ, c'est plus c'est plein, plus j'ai de boulot et plus je sais que j'aurai pas de problème. Au départ, quand vous avez plus que 2 OF dans l'armoire, c'est dit ouais, à partir de demain, ils vont nous mettre au chômage, quoi. Ils vont licencier du monde. Donc il y a toute une confiance qui doit s'établir aussi, et ça prend beaucoup de temps en communication. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont plutôt inquiets quand ils voient des armoires débordantes, quoi. Donc la transparence pour nous, c'était la base, je vous l'ai déjà dit. Aujourd'hui, on est dans un système où on est prêt à remettre en question les processus en permanence. Alors vous n'aurez jamais sur 160 personnes sur le site de l'autre tout le monde qui sera de cet avis-là. Mais globalement, aujourd'hui, c'est on fait un saut, on pose la cale et on re-questionne déjà le processus pour refaire le saut suivant. Donc c'est devenu un mode de vie, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a même beaucoup de gens qui seraient déçus si on n'allait pas plus loin. Donc c'est devenu un peu un réflexe. Il y a notamment des machines qu'on met à disposition dans certains flux. On met une machine à disposition pendant une semaine par trimestre pour qu'ils puissent faire des essais. Alors on définit à l'avance ce qu'on veut améliorer, le process qu'on veut améliorer, le temps qu'on espère pouvoir gagner. Et après, ils ont une semaine la machine à dispo au maximum pour réaliser ce projet-là. Alors parfois, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que on échoue, mais c'est souvent une bonne indication aussi de savoir, c'est qu'il n'y a pas de regret. On a été au max de ce qu'on pouvait faire. On en a fait une dernièrement avec une machine Rollo, où on était 100% certain de pouvoir basculer des alésoirs dessus. On a sorti la machine du système. Et les 2 premiers jours, on était super confiants. Et le 3e jour, mécaniquement, on s'est rendu compte qu'au niveau du pivotement de la 4000, de la tête, c'était impossible. Donc voilà. Mais c'est important de savoir, parce que sinon, on aurait eu des regrets de ne pas pouvoir le faire. Et ça, les gars, ils aiment assez, quoi. C'est de rentrer dans un challenge où ils disent, tiens, je pourrais essayer d'aller un peu plus loin. On a gagné beaucoup de temps en délai sur le SP. On a aussi développé avec, c'est vrai que c'est souvent un chromatique, une machine pour des fraises de taillage horlogère où la norme du marché est une livraison entre 6 et 10 semaines de la pièce. Nous, on est entre une, grand maximum 2 semaines. Donc, on a industrialisé le process. Et la forte baisse de rupture de stock aujourd'hui, elle est évidente, hein. On a encore un gros chantier à finir d'ici le mois de septembre ou octobre. Et rien que ce chantier-là nous fera baisser à peu près d'1 tiers les ruptures résiduelles encore. Pour nous, le facteur de réussite d'un tel projet, c'est que la direction doit être à 100% impliquée et 100% convaincue du projet. S'il y a des dissensions dans la direction, ça ne pourra jamais marcher. C'est tellement lourd comme projet que si vous ne tirez pas tous à la même corde, et à un moment donné, il faut un moteur. Et le moteur, au départ, ça peut être que le DG ou le directeur de prod, mais ça ne peut pas marcher autrement. À notre avis, c'est impossible.
Ce qui est intéressant aussi avec l'équipe de Rémi, c'est que rapidement, ils nous ont fait comprendre que le projet doit être dans nos mains. Alors, le consultant, au départ, il est super important parce qu'il faut réussir à se positionner dans le projet. Mais après 6 mois à peu près, 6-8 mois, on avait moitié du projet dans les mains. Après une année, on avait 90-95% du projet en main. Et ça, c'est vraiment important. Donc on a aussi permis il y a un jeune qui avait le projet en main, je crois qu'il avait 25 ans au moment où il a commencé, Simon. Donc c'est le gars, il a fait tous les sauts, il a fini black belt, donc il a vraiment fait un saut extrêmement conséquent. Et en fin d'année, c'est une personne qui chez nous passera directeur technique. Donc ça a aussi été un super tremplin pour nous. Donc le choix du consultant est important. Ce qui est intéressant, et ça on l'a vu qu'en étant dans le projet, il y a des consultants, il y a différents types de consultants qui vous font à un moment donné dans le projet. Tout au début, il faut des mecs super analytiques, mais super analytiques. Et à un moment donné, il faut le communicateur. Donc là, c'est plutôt Rémi, quoi. Quand il faut passer la com, c'est plus tout à fait le même profil. Et ça, c'était intéressant parce qu'on a pu jongler sur plusieurs aspects. Et je pense que la personne qui avait fait l'analyse chez nous, pour enfoncer le clou auprès des collaborateurs, ça aurait été beaucoup plus difficile. Nous, on est convaincus aussi qu'une entreprise qui est en crise avec des gros problèmes financiers ne devrait jamais se lancer dans du lean. Ce n'est pas du lean qu'il faut, c'est une restructuration. Parce que le lean, déjà, ça coûte cher. Le mettre en place, c'est un investissement. Pour une société comme Dixi, on ne parle pas de 200 ou 300 000 francs pour mettre en place un projet pareil. Là, on tape l'unité supplémentaire, c'est évident. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand vous avez des problèmes financiers, les résultats doivent être immédiats. Alors que dans un lean, comme celui-ci, il faut se donner le temps. Il y a un moment donné, il faut aussi que les gens puissent nous un peu prendre un peu de distance pour mieux repartir après. Nous, on avait prévu 2 ans, on a plutôt mis 2 ans, 3 quarts. Bon, j'en assume 6 mois, donc voilà, autant pour moi. Mais grosso modo, il faut se donner une certaine flexibilité dans le timing. Après, pour nous, ce qui était fondamental, c'est que surtout pas cantonner le lean à la production. Parce que déjà, pour faire passer la pilule de départ aux gens de production, autant qu'il sache directement que les gars de l'administratif, ils vont y passer aussi. Et on a vu que souvent les résistances au départ sont même un peu plus importantes au niveau de l'administratif. Et certains pensent qu'il suffit de classer du papier et qu'on est en ligne. C'est pas du tout ça. On avait fait intervenir Rémi juste pour les offres, où on était parti sur 23 ou 24 projets, rien que pour les offres, mais qui permettent de gagner un temps fou. Et alors ça marche bien, hein, en plus. Ah oui, ça marche tip-top. Mais, voilà. Et la base fondamentale, quelles que soient les théories qu'on vous fait, la base, ça reste les hommes et les femmes de l'entreprise. C'est vraiment ça. Et nous, on a vu dans les entreprises qu'on a visitées, des manières très très différentes d'implémenter du lean. Et plusieurs fois, on s'est dit, mais c'est pas possible ça chez nous. Et en effet, c'est pas possible. La même manière, en one-to-one de ce qu'on a vu, ça aurait été impossible. Parce qu'un projet comme ça dépend quand même aussi de votre culture. Il y a un objectif que vous voulez atteindre, où vous voulez aller, mais il y a des manières différentes d'y aller en fonction de la culture d'une entreprise. C'est Dixi Polytool, on a 70 ans, donc on a construit sur ces 70 ans, et c'est une culture spécifique à nous, quoi, dans lequel on a vu rentrer ce projet. Et puis alors un point qui est fondamental quand même, c'est que s'il y a une résistance répétée, c'est à la direction de prendre ses responsabilités. Et ça, alors moi je l'ai fait une fois, je suis intervenu, je leur ai dit les gars, maintenant c'est comme ça, tu montes dans le train, ou si tu veux pas monter dans le train, tu le quittes, ou c'est moi qui te sors. C'est aussi simple que ça. Il y a un moment donné, il faut le faire. Et peut-être quand même, pour revenir sur cette partie humaine, on a connu une grosse surprise. C'est que nous, on partait du principe qu'on allait perdre à peu près un quart de nos middle managers pendant le projet. Pourquoi? Enfin, surtout ceux de production. Tout au début du projet, vous êtes obligé de faire venir ces gens, puis vous leur dites, voilà l'idée qu'on a.
vous allez devoir nous aider à mettre en place ce projet. Ça va prendre une année et demie, 2 ans. Le seul petit problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a organisé en îlot, puis on va partir en flux. On est incapable de vous dire, mais incapable, si on est honnête, de vous dire quelle sera votre fonction à la fin du projet. Impossible. Ben, c'est pas possible. Enfin, moi, je pense que c'est mentir aux gens de leur dire qu'on le saura. On ne le sait pas. Vu qu'eux, ils doivent designer le flux, ben, c'est en fonction de ce qui sortira de cette analyse qui a duré en tout cas 6 mois, qui nous donnera le résultat et les gens qui seront placés dans ces flux qui ont été déterminés. Alors la surprise qu'on a eue, c'est qu'on n'en a pas perdu pendant le projet. On en a perdu 3 après le projet, après la mise en place du projet. Et le plus intéressant, le plus surprenant pour nous, c'est que c'est des personnes, c'était toujours les responsables du flux, et ils n'ont pas sauté à cause de la hiérarchie d'en haut, ils ont sauté à cause de ceux du bas, de leur équipe. Et ils ont sauté pour une raison toute simple, c'est que c'était les gars les plus résistants au projet, et qui ont mis les 2 pieds contre le mur, et qui faisaient, à un moment donné, ils rentraient plus ou moins dans le jeu, mais ils faisaient le strict et absolu minimum. Et après, vous avez les gars dans l'équipe qui disent, mais regarde, à côté, le flux d'à côté, ils ne respectent le planning, ils ne sont pas stressés, ils livrent du produit en quantité et en qualité, et ils ont encore les félicitations de la hiérarchie. Nous, on est là comme des cons, on court comme des abrutis toute la journée, on ne respecte pas le planning, on plante des séries parce qu'on ne nous a pas donné les bons dessins ou on n'a pas pris les bons dessins au bon endroit. Et en réalité, les mecs en dessus, ils ont sauté par leur équipe. Et vous avez toujours à un moment donné, enfin nous c'est ce qui nous est arrivé, dans les 3 flux, il y a toujours à un moment donné une tête qui émarge et qui ramasse. Et les autres qui se mettent derrière. Et ça, pour nous, ça a été une énorme surprise, et ça, vous ne le trouvez pas dans les manuels, ça c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui se passe, c'est un phénomène humain, et c'est l'aspect vraiment fondamental avec lequel il faut se confronter, quoi. Voilà, moi j'aurais fait le tour. Donc j'ai essayé d'être le plus pratique possible. J'ai fait un peu trop long. Mais... Non, merci.